Merci beaucoup, chers collègues, chers amis, professeur Kader Dabèche, pour cette présentation, pour cette gentille présentation. Je vais effectivement présenter quelques pistes de réflexion sur l'interprétation combinée, combinée peut-être oui, peut-être pas d'ailleurs, des articles 1 et 2 de la Constitution. Alors l'opinion la plus communément répandue autour de la Constitution, c'est que c'est un texte juridique dont la vocation est d'organiser le pouvoir politique et surtout de garantir les droits et libertés. Ce que l'on pas on sait moins, mais ce dont on parle moins, peut-être parce que c'est moins brillant ou peut-être que parce que ça fait peur, c'est que la Constitution aussi, c'est une sorte de discours sur soi. C'est le discours sur soi d'une nation, un discours sur ce qu'elle voudrait être, sur ce qu'elle voudrait construire. Ce trait de la Constitution peut prendre la forme d'une narration, et c'est ce que l'on retrouve essentiellement dans ce qu'on appelle le préambule de la Constitution, mais on le retrouve aussi on la retrouve aussi, cette narration, sous une forme où elle peut être traduite sous la forme d'articles, n'est-ce pas, qui traduisent les choix politico-institutionnels de la Constitution, du texte constitutionnel. Alors, ce discours sur soi est aujourd'hui appelé, il a pour nom identité constitutionnelle. Celle-ci est ce qui donne à une constitution sa substance, mais aussi ce qui la distingue d'autres constitutions. L'identité constitutionnelle a en effet une double fonction. Elle exprime une posture de résistance au moyen de laquelle un État se singularise et se sépare des autres, mais elle traduit aussi un projet autour duquel l'identité constitutionnelle d'un peuple se construit, à la fois sur la base de ce qui l'attache à la communauté humaine, à l'universel, et sur ce qui fait et unit ses composantes, les composantes de cette nation. Alors cette identité constitutionnelle, traduction juridique, si on peut dire, du génie national, est de ce point de vue éminemment métaphysique, on le devine. Identité où se mêle le culturel et le juridique. Son inscription dans un texte juridique ne lui donne pas pour autant une consistance univoque. Ce n'est pas parce qu'on la retrouve dans la Constitution que tout le doute autour de son contour, autour de sa consistance est élevé. Un texte juridique est en effet un être inanimé, là vous le devinez, je paraphrase Montesquieu, il ne prend vie, donc c'est un être inanimé, le texte, il ne prend vie ou ne prend sens que lorsqu'il est interprété à l'occasion de son application. Alors les articles 1 et 2 de la Constitution sont des manifestations types de l'idée d'identité constitutionnelle. Ils sont porteurs d'une identité tourmentée, tiraillée entre la figure d'un contrat social ancré dans la tradition, plus particulièrement dans la religion, et celle de l'autonomisation du fondement du vivre ensemble, du politique et sa projection dans le futur. Le professeur Slim Larmeni a dit au sujet de ce tiraillement, tel que vécu en Tunisie, que dans un pays où la conscience collective, l'opinion majoritaire, rejette aussi bien la perspective d'un État confessionnel jugé rétrograde que celle d'un État laïque vu comme importé, un statut intermédiaire correspond aux attentes de culture ne se reconnaissant ni dans la religiosité de l'État, ni dans l'absence de liberté religieuse des citoyens. Alors, ce constat est l'exacte description de la combinaison des articles 1 et 2 de la Constitution de 2014. Alors maintenant, pourquoi cette réflexion sur l'interprétation combinée de ces deux textes, alors même que l'article 146 de la Constitution déclare que les dispositions, toutes les dispositions de la présente Constitution sont comprises et interprétées, ça veut dire qu'elles doivent être comprises et interprétées, les unes par rapport aux autres, comme une unité cohérente. Alors, je cite dans la langue d'origine, « Tufassaru ahkam ad-dustur wa yu'awwilu ba'duha al-ba'd kawahdatin munsajima ». Alors, cette affirmation, en fait, est d'un certain point de vue superflue. Pourquoi superflue? Parce que de toutes les manières, le but même de toute interprétation est de donner une cohérence à un texte qui est quelquefois plein de contradictions. Contrairement à une idée répandue, le système juridique n'est ni axiologiquement homogène, il n'est pas porteur d'un système de valeurs homogène, ni dépourvu de contradictions, y compris dans les degrés les plus élevés de la hiérarchie des normes,
En effet, les textes législatifs, les conventions internationales en vigueur dans l'ordre juridique interne, les textes constitutionnels sont toujours empreints de valeurs diverses, souvent antinomiques, de sorte que c'est en fait par l'interprétation que la cohérence axiologique est reconstruite, même si elle reste toujours très imparfaite. Donc, article 146 ou pas, de toutes les manières, l'interprétation a le plus souvent, essentiellement pour but, de donner une certaine cohérence à un texte qui souvent ne l'est pas. Cependant, les relations qu'entretiennent, et c'est pour cela qu'on insiste sur ces deux articles en particulier, les relations qu'entretiennent l'article 1er et l'article 2 de la Constitution, entre eux, possèdent une particularité que n'ont pas les rapports des autres dispositions entre elles, aussi bien quant à la genèse de ces deux textes que quant à leur portée. L'interprétation qui en sera effectuée par les pouvoirs auxquels il revient d'appliquer la Constitution sera déterminante pour le sens que prendra cette dernière, parce que ces deux articles sont porteurs de systèmes de valeurs antinomiques, comme l'a rappelé tout à l'heure Kauthar, notamment sur la question de la garantie des droits et des libertés. Pour rappel, alors je vais lire très rapidement ces deux articles. Alors l'article 1er, la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe est sa langue et la République son régime. L'article 2, alors le deuxième paragraphe de cet article, le présent article ne peut faire l'objet de révision. Article 2 maintenant, la Tunisie est un État civil fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. Le présent article ne peut faire l'objet de révision. Fin de citation. L'article 1er combine dans sa définition de l'État tunisien deux éléments ou utilise, si l'on veut, deux référentiels. Alors, il combine pour définir l'État tunisien des éléments culturels que sont l'islam et la langue arabe et des concepts juridiques que sont la souveraineté et le régime républicain. Par contre, l'article 2, lui, dans sa définition, encore une fois, de l'État, se limite à des concepts juridiques, à savoir le caractère civil de l'État, la citoyenneté, la souveraineté du peuple et la primauté du droit. Sur les éléments culturels de l'identité constitutionnelle de la Tunisie, seule la question de l'islam sera retenue ici, car c'est elle qui relie l'article 1 à l'article 2 de la Constitution. Nous évacuerons donc rapidement la question de la langue arabe, qui suscite le moins de controverses. Encore que, il est nécessaire de rappeler naturellement à ce sujet que l'article 1er de la Constitution ne définit pas la Tunisie comme un État arabe, mais comme un État dont la langue est l'arabe. Et la nuance, à mon avis, est importante. L'arabité ne définit ni l'État, ni les Tunisiennes et Tunisiens, que la Constitution ne désigne que par que la Constitution ne désigne pas, au contraire, elle ne les désigne pas par leur ethnie. Comme nous le verrons plus tard, ceci est important, mais l'article 1er renvoie uniquement à une langue officielle, la seule reconnue par le texte constitutionnel, la langue dans laquelle l'administration publique et les tribunaux doivent communiquer et émettre leurs documents selon la jurisprudence du tribunal administratif, mais aussi selon l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi. Il est peut-être intéressant toutefois de relever l'interprétation faite par certains officiers de l'état civil de cette question de la langue arabe comme langue officielle, puisque certains d'entre eux refusent d'enregistrer les prénoms de nouveau-nés sur les registres d'état civil au motif que ces prénoms ne seraient pas arabes. Ce type d'attitude n'a, il est vrai, pas encore fait l'objet d'un contentieux, il n'en est pas moins, à notre avis, totalement dépourvu de fondement légal, sans compter qu'il constitue une violation de la liberté individuelle garantie par la Constitution. Par-delà cette question linguistique, le véritable enjeu dans l'interprétation de ces deux articles est le rapport de l'islam avec le projet politico-institutionnel porté par le reste des éléments de l'identité constitutionnelle de la Tunisie, à savoir son régime républicain et le caractère civil de l'État. À ce sujet, il est intéressant de relever le décalage entre les opportunités d'interprétation offertes par le cadre ou le cercle herméneutique que constitue le texte constitutionnel
pris dans son intégralité et l'interprétation jurisprudentielle de ces deux articles restait prisonnière du paradigme de la Constitution de 1959. Ce sera là les deux temps de cet exposé. Donc d'abord, je vais parler des possibilités d'interprétation qui sont contenues dans ces deux articles. Ensuite, je verrai la réalité de cette interprétation faite par les acteurs qui en ont la charge, ou du moins qui en ont la charge officielle. Alors, pour les interprétations possibles, alors, mis à part le dernier paragraphe de l'article 1er, celui qui confère un statut hyperconstitutionnel à cet article, en interdisant la révision, l'article 1er constitue une reproduction à l'identique de l'article 1er de la Constitution du 1er juin 1959. On ne peut s'empêcher dès lors de poser la question de savoir si ces deux textes comportent la même norme juridique. On verra que leur genèse permet de répondre par la négative. Ces deux textes sont identiques, ces deux textes, je veux dire l'article 1er de la Constitution de 1959 et l'article 1er, paragraphe 1er de la Constitution du 27 janvier 2014. Donc deux textes identiques, oui, mais de portée normative totalement différente. Alors, d'abord, en ce qui concerne la genèse de l'article 1er et de l'article 2, et en quoi ils peuvent, ou en quoi cette genèse peut expliquer ou justifier cette lecture selon laquelle les deux articles premiers des deux constitutions des deux républiques tunisiennes sont différents. Alors, dès l'aboutissement des deux sit-ins Qasba 1 et Qasba 2, il était clair que les leaders de ce mouvement voyaient dans l'annonce d'un nouveau processus constituant vers lequel ils ont poussé une opportunité pour une sorte de tabula rasa qui permettrait de revoir non pas uniquement le mode de gouvernement, mais également le modèle de société. Les premiers pas accomplis par l'Assemblée nationale constituante et son affirmation selon laquelle elle compte partir d'une page blanche exprime bien cette intention et le projet qui l'accompagne. Comment s'est déroulé ce projet et qu'est-ce qu'il en est resté dans le texte d'aboutissement? Il n'est pas nécessaire de rappeler que l'enjeu le plus important pour les acteurs qui dominaient l'Assemblée nationale constituante à l'époque, c'est-à-dire le parti islamiste Nahda, était de redéfinir le statut de l'islam et son rapport, non pas tellement à l'État, mais plutôt au droit et aux politiques. L'article 1er de la Constitution est apparu très tôt dans le déroulement du processus constituant, puisqu'il figurait déjà dans le premier projet de celle-ci, daté du 13 août 2012. Mais la transposition à l'identique de l'article 1er de la Constitution de 1959 ne voulait absolument pas dire que la question de l'islam était entendue et qu'elle était résolue de la même manière que l'avait faite la Constitution de la Première République. D'abord parce que cette dernière n'a pas tranché la question du statut de l'islam. Pour preuve, le ballottement de la jurisprudence en la matière, comme nous le verrons tout à l'heure. Ensuite, parce que Nahda n'a pas renoncé à son projet, mais a œuvré à l'inscrire dans la Constitution par d'autres moyens, en fait. En effet, avant la publication de ce projet de 2012, le parti Nahda anticipe et propose l'introduction d'un article dans le projet donc, de la Constitution, dans le premier, avant de le rendre public, elle propose l'introduction d'un article qui prévoit que la charia constitue une des sources du droit. Des manifestations massives des Tunisiens et Tunisiennes amènent le parti islamiste à renoncer à cette proposition. Cette renonciation signifie tout simplement que la question de la charia comme source formelle du droit est entendue et sans ambiguïté. Nahda, dans une deuxième tentative, essaye de réintroduire la charia dans l'ordre juridique tunisien par d'autres moyens. Dans le projet de constitution du 1er juin 2013, elle inscrit l'expression « l'islam religion de l'État » dans son article 141 relatif aux modalités de révision de la Constitution. Article qui affirme qu'aucune révision ne peut toucher à l'islam en tant que religion de l'État. لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة. Cette expression devait avoir pour conséquence de trancher la signification de l'article 1er dans le sens de l'islamisation de l'État et de son droit, alors que la détermination de cette signification avait été laissée depuis la Constitution de 1959 aux soins des interprètes et notamment des juges.
C'est encore une fois les manifestations des Tunisiennes et Tunisiens qui amènent le parti Nahda à faire marche arrière et à renoncer à cette formulation en la remplaçant par un nouveau paragraphe ajouté à l'article 1er, déclarant que celui-ci, dans son intégralité, donc avec tous les éléments de l'identité constitutionnelle qu'il comporte, ne peut faire l'objet de révision. L'article 2 de la Constitution, par contre, lui était introduit de manière plus tardive dans le projet, dans le texte constitutionnel. Il ne voit le jour, ou il n'apparaît, ou il ne fait irruption, si vous voulez, que dans le projet du 22 avril 2013. Il intervient d'ailleurs dans une sorte de contre-offensive destinée à rappeler que la révolution tunisienne est une révolution sociale sur fond de rejet de la dictature et non pas une quête identitaire. L'article 2 tourne autour de la notion d'état civil, Dawla al-Madaniya, intégrée dans le troisième projet de la Constitution, alors que l'article 1er, lui, figurait déjà dans le premier projet. Alors, qu'est-ce que donc cet état civil et comment interpréter l'articulation de l'article 2 avec l'article 1er? Alors, identification des éléments identitaires consacrés par ces deux articles. Pour revenir au côté narratif de la Constitution, et particulièrement son préambule, qui annonce l'identité constitutionnelle de l'État, comme on l'a vu au début. Le premier pas à accomplir pour sa mise en application, il faut bien mettre en application le préambule, puisque l'article 146 considère que le préambule fait partie intégrante du texte constitutionnel et qu'il possède la même valeur que ce texte. Donc, il faut bien le mettre en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, donc, il faut lui trouver une charge normative, c'est-à-dire traduire les éléments de cette identité qu'il dit, qu'il déclare, qu'il énonce en règles juridiques qui déterminent le fonctionnement des institutions, ou alors qui ont un impact au moins sur le fonctionnement des institutions et sur la garantie des droits et libertés des personnes. Revenons à l'article 1er où figure l'islam comme élément de définition de la Tunisie. On relève que ce renvoi à l'islam n'est accompagné, dans cet article en tout cas, d'aucune précision ni sur sa teneur, ni sur ses implications. On doit donc chercher ailleurs la signification de celle-ci. Dans le préambule, l'islam est aussi évoqué, mais il est rapporté à la volonté du peuple et non pas à l'État, ni au droit. Non pas à l'État en tant qu'institution, ni au droit. On peut en effet lire dans le préambule « Nous, représentants du peuple tunisien, exprimant l'attachement de notre peuple aux enseignements de l'islam et à ses finalités caractérisées par l'ouverture et la tolérance, etc. etc. » Plus loin, toujours dans le texte constitutionnel, et dans le chapitre 1er réservé aux principes généraux, nous avons l'article 6 qui revient sur l'islam, mais de manière indirecte. On peut y lire que l'État protège la religion et protège les sacrés. C'est dire la marge de manœuvre de tout interprète, ou dont dispose tout interprète, pour donner une signification et des conséquences à ces deux expressions. Alors, on peut imaginer deux lectures, si vous voulez, se situant aux deux extrémités d'un spectre large d'interprétation et donc de lecture. Certains pourront affirmer que la religion ne peut ici signifier l'islam. Au contraire, pardon, certains pourront affirmer que la religion, dans l'article 6, ne peut signifier que l'islam, dans la mesure où l'article 6 ne peut être interprété indépendamment de l'article 1er. D'accord ? D'autres répondront que si on ne peut isoler l'article 6 de l'article 1er, a fortiori, on ne peut fragmenter l'article 6 lui-même et interpréter le mot religion en dehors de l'article dans lequel il est situé. Or, lorsque ce même article consacre la liberté de conscience, de religion et d'exercice du culte, et qu'il interdit l'accusation d'apostasie, peut-on raisonnablement considérer le terme religion comme renvoyant au seul islam? Ne s'agit-il pas ici de la religion au sens générique plutôt que spécifique? Alors, peut-être dans la langue arabe, on ne peut pas faire cette observation, mais dans la langue française, si on va écrire la religion, si on va mettre la majuscule sur l'article défini là, donc l'expression la religion va être plutôt rattachée à l'article 1er et désignera
l'islam. Si on va écrire la religion en donnant la majuscule à religion et pas à l'article défini, religion va donc revêtir ce sens générique. Alors, comment peut-on décider, comment un interprète, quels sont les instruments dont dispose un interprète pour pencher, pour choisir, pour décider quel est dans ce spectre d'interprétation, de signification, celui qui s'y est le mieux, qui est le plus cohérent par rapport à la totalité ou à l'intégrité du texte constitutionnel. Si on avance un petit peu dans le texte constitutionnel pour voir encore quelles sont les répercussions possibles ou quelles sont les conséquences possibles de la définition de l'État tunisien comme un État dont la religion est l'islam. Hein. Alors, après l'article 6 et le chapitre sur les principes généraux, nous avançons un peu plus loin pour voir dans l'article 39, relatif au droit à l'éducation, donc nous sommes dans le chapitre des droits et libertés, où là encore revient l'islam, mais dans une formulation, là encore très vague, qui ne fait que exhorter l'État à veiller à l'enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et musulmane et leur appartenance nationale. Là encore, évidemment, est-ce que cela peut induire des obligations précises et déterminées pour l'État dans le service public de l'éducation? Rien n'est moins sûr. Alors, sur le plan institutionnel maintenant, la référence à l'article 1er et sa relation à l'article 1er de la Constitution et à l'islam, nous avons une seule occurrence, c'est celle qui se trouve à l'article 74 relatif aux conditions pour être président de la République. Et évidemment, la confession musulmane est présentée ici, est donnée ici comme étant une condition nécessaire pour pouvoir briguer le mandat de président de la République. Mais même ici, donc la condition semble être claire ici, hein, ne peuvent se porter candidats que les citoyens et citoyennes de confession musulmane, sauf que sur le plan pratique, on ne voit pas du tout comment est-ce que cette condition peut être vérifiée, puisque ni dans la Constitution, ni dans la loi électorale, nous avons une procédure, une formalité à effectuer pour prouver sa confession. Donc, on peut dire qu'en fait, cette condition, contenue dans l'article 74, est purement nominale et n'a pas donc de conséquences tangibles. Alors, il reste cependant que l'enjeu majeur du renvoi à l'islam dans l'article 1er est celui de la nature du droit tunisien. Il ne s'agit ni de magistrature suprême, ni d'éducation, ni rien de tout cela. Il s'agit du rapport de la religion au droit et surtout des sources de ce droit. Nous reviendrons sur cette question tout à l'heure lorsque nous aborderons les applications ou les interprétations jurisprudentielles de ces deux articles. Alors, sur la notion d'état civil maintenant, qui constitue l'innovation majeure, on peut dire, de la Constitution de 2014 et qui constitue aussi le deuxième élément de l'identité constitutionnelle de la Tunisie. Cette notion y figure à deux reprises. Donc, nous avons deux occurrences dans le texte constitutionnel du concept d'état civil. La première se situe dans le préambule et plus précisément dans le paragraphe 3 du préambule. C'est un paragraphe qui se singularise par le fait que c'est celui qui possède le nombre le plus important de concepts juridiques. Et pas seulement de l'idéologie ou bien un discours lyrique, comme on le retrouve très souvent dans les préambules. Donc, nous avons réellement une masse de concepts juridiques. Je vais vous lire rapidement ce paragraphe. Alors, en vue d'édifier un régime républicain, démocratique et participatif, dans le cadre d'un État civil dans lequel la souveraineté appartient au peuple, etc., etc., etc. Alors, ça, c'est pour le préambule. La deuxième, évidemment, occurrence, nous la retrouvons dans le fameux article 2. La Tunisie est un État civil fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la suprématie du droit. Ce que nous pouvons tirer de ces deux passages, c'est que la traduction juridique du concept d'état civil, contrairement à celle de l'islam, est déjà exposée dans ce même article 2, qui donne une définition substantielle de ce concept. L'état civil est défini par trois principes juridiques
que sont la citoyenneté, la souveraineté du peuple, devenue volonté du peuple, dans l'article 2, et la suprématie du droit. Pour ce qui est de la citoyenneté, comme fondement de l'état civil, un retour à Jean-Jacques Rousseau nous rappelle que celui-ci, l'état civil, est défini comme un état fondé sur le pacte social, d'où naît la condition de citoyen. Un état civil est un état de citoyen. Cette dernière repose sur l'idée selon laquelle ce qui relie tous les membres du corps social entre eux, ce qui les unit et qui les relie à l'État, c'est l'ensemble des droits civils et politiques dont ils jouissent à égalité grâce à l'État, à l'établissement duquel ils ont tous contribué. Contribution qui permet d'ailleurs de donner leur légitimité à ceux qui le gouvernent. Ce qui définit le citoyen et le relie à l'État, ce n'est donc en aucune manière ni sa confession, l'islam, ni son ethnie, même l'arabité. L'état civil est aussi présenté comme fondé sur la volonté du peuple, ce qui signifie que celui ou celle qui le gouverne a été choisi par ce dernier et exerce le pouvoir sous son contrôle et n'est pas le fruit de la providence, qu'elle soit divine d'ailleurs ou autre. Ce qui signifie aussi que le droit qui gouverne ce peuple, présenté comme souverain dans l'article 3 de la Constitution, est un droit immanent, exprimant la volonté de la communauté des citoyens par le biais de leurs représentants ou par voie référendaire, toujours selon l'article 3, et non pas un droit transcendant exprimant une volonté qui lui est extérieure et supérieure, aussi sacrée soit-elle. L'état civil est enfin défini comme fondé sur la suprématie du droit, le droit posé par les citoyens libres et égaux, et non pas par la charia. L'interprétation combinée des articles 1 et 2 de la Constitution nous conduit, étant donné l'obligation de donner au texte constitutionnel un minimum de cohérence, à conclure que ce sont deux articles solidaires. Il en résulte, comme l'a déjà démontré le professeur Slim Larmeni, que si l'islam jouit d'un statut privilégié, ce statut ne conduit pas à interférer dans le droit de l'État, qui reste un droit positif. Si ce sont là quelques pistes d'interprétation des articles 1 et 2 de la Constitution, tirées de la genèse et de la structure de ces deux textes, nous allons voir que l'interprétation qui en est faite par le juge est très éloignée et reflète un quasi-déni de l'article 2. C'est le deuxième temps de cette présentation. Alors, les interprétations jurisprudentielles des articles 1 et 2 et le déni de l'article 2. Alors, je ne vais pas revenir sur la question de la théorie réaliste de l'interprétation, on en a largement parlé ce matin. Il n'y a pas de droit en dehors de ce que les autorités d'application du droit énoncent comme étant du droit. Autrement dit, le droit ne se situe pas dans les textes, mais dans les interprétations des textes opérées par les autorités qui sont désignées pour le faire. Le juge, chaque juge, constitue une des principales autorités chargées d'appliquer le droit et donc de l'interpréter. Et si aujourd'hui on ne peut plus nier le rôle normatif de ce dernier, rôle qu'il déploie à l'occasion de l'interprétation du droit lorsqu'il statue sur les litiges qui lui sont soumis, il est important de découvrir qui sont ces juges qui nous gouvernent et comment ils appréhendent les textes juridiques. Deux acteurs différents de la justice seront convoqués dans ce propos, le juge judiciaire d'une part et le juge constitutionnel d'autre part. Le juge judiciaire. Alors, je voudrais faire d'abord une remarque préliminaire. C'est-à-dire le droit tunisien, le lieu de prédilection, si vous voulez, d'interférence de la charia dans le droit, c'est le droit de la famille. C'est le code du statut personnel. Donc, les affaires les plus connues, les plus nombreuses, dans lesquelles s'est posé le problème du rapport de la charia au droit tunisien, de sa place dans le droit tunisien, et dans laquelle on continue à se poser aujourd'hui le rapport de l'article 1er et de l'article 2 et l'impact de leur combinaison sur la nature du droit tunisien, c'est dans le droit de la famille, le code du statut personnel. Alors, la jurisprudence a connu dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine du statut personnel, et sous l'empire déjà de la Constitution de 59, une évolution chaotique et instable, mais dont on pourrait tirer tout de même une tendance concernant le statut de la charia dans le droit tunisien.
après une interprétation constante du Code du statut personnel concernant le droit de succession, depuis l'affaire Houria en 1966, interprétation qui part de la charia pour interdire l'héritage entre personnes de confessions différentes, certains juges à partir des années 90 ont commencé à considérer qu'il n'y a pas lieu d'introduire la charia dans le droit positif, même en faisant une lecture adaptée au constitutionnalisme moderne. Leur argument était que si le constituant avait voulu l'introduction du fiqh avec une lecture moderne, il aurait reconnu expressément la charia comme source du droit tunisien. Or, il n'en est rien. Alors, ces juges qui ont fait de la Constitution de 59 le référentiel premier et principal pour la motivation de leur décision, sont allés, je ne vais pas dire très loin, mais ont choisi donc, de donner une signification aux textes qu'ils sont appelés à appliquer dans les litiges, notamment en matière successorale, donc une interprétation où c'est le texte constitutionnel qui est mis en avant et pas autre chose. Et on va voir tout à l'heure quelle partie précisément du texte constitutionnel ou bien quelle identité du texte constitutionnel va être mise en avant. Alors, je vais lire un extrait d'une décision, n'est-ce pas, qui a été rendue sous l'Empire, encore une fois, sous l'Empire de la Constitution de 1959, c'est-à-dire sous l'Empire d'une constitution, d'un texte constitutionnel dans lequel nous n'avons pas l'équivalent de l'article 2 qui pourrait pondérer ce que contient l'article 1er. Mais malgré cela, vous allez voir jusqu'où est allé le juge dans son interprétation de l'article 1er en rapport avec particulièrement l'article 88 du Code du statut personnel relatif aux successions. Alors, je vais citer « Attendu que l'interdiction des discriminations sur une base religieuse constitue l'un des principes sur lesquels est basé l'ordre juridique tunisien et qu'il constitue une condition de la liberté de conscience telle que consacrée par l'article 5 de la Constitution et par les articles 2, 16, 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ainsi que dans le paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte international des droits civils, politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. De même que dans le paragraphe 1er de l'article 2 du Pacte international des droits civils et politiques, tous, donc ces instruments internationaux, tous dûment ratifiés par la Tunisie. De même, c'est toujours la citation de cette décision, de même, alors cette décision date de 2002, de même que la non-discrimination pour des motifs religieux peut être implicitement déduite de toutes les lois en vigueur, ce qui en fait un principe général qui domine l'ordre juridique tunisien. C'est un juge tunisien qui affirme ceci. Donc, la non-discrimination est érigée en principe général qui domine l'ordre juridique tunisien. Je cite toujours, « Attendu que faire de la religion une cause d'indignité successorale fait que le droit à l'héritage devient tributaire de la foi de l'individu, ce qui est de nature à infléchir sa liberté de conscience dans le seul but de s'assurer sa part à un héritage. » Fin de citation. Alors voici une décision rendue donc sous le règne de la Constitution de 59 et dans laquelle ce sont la Constitution et le droit international qui sont invoqués pour décider du droit à l'héritage. Une décision aussi dans laquelle c'est la Constitution comme instrument de garantie des droits et libertés sur la base des principes d'égalité et de non-discrimination érigés en principe qui domine l'ordre juridique tunisien que le juge convoque et non pas la Constitution comme discours identitaire, c'est-à-dire la Constitution de l'article 1. Donc c'est la Constitution des droits et libertés qui est invoquée par le juge et non pas la Constitution identitaire dans le sens étroit du terme. Sachant que la Constitution de 59 n'avait accordé alors ça aussi c'est important, sachant que la Constitution de 59 n'avait pas accordé un statut privilégié à l'islam par rapport aux autres articles de la Constitution. Seul le régime républicain faisait l'objet d'une protection spéciale et ne pouvait être remis en question par une révision constitutionnelle selon l'article 76 de la Constitution. Donc on peut réviser l'article 1er. On pouvait, sous le régime de la Constitution de 59, on pouvait tout à fait réviser l'article 1er. Le seul élément
de cet article qui ne pouvait faire l'objet d'une remise en cause, c'était la nature républicaine du régime. On aurait très bien pu revoir l'article 1er, réviser la Constitution dans son article 1er et supprimer la mention relative aussi bien à l'arabe qu'à l'islam, à l'arabité qu'à l'islam ou à l'un des deux. Le texte de 59 ne l'empêchait pas du tout, ce qui n'est pas le cas pour le texte de 2014. Alors, on pouvait s'attendre à ce qu'une telle jurisprudence allait se confirmer et s'enraciner avec la Constitution de 2014, où le maintien de l'article 1er de 59 a été pondéré par un article 2 qui consacre l'état civil et où l'article 1er n'a été accepté qu'au prix d'un pacte dans lequel l'invocation de la charia a été abandonnée. Or, ce n'est pas le cas. Dans une décision rendue par la Cour d'appel en juin 2014, nous observons de longs développements dans lesquels on peut lire d'abord que la Constitution de 2014 a maintenu l'article 1er de la Constitution de 59 et que la charia est plus que jamais la source de notre droit de la famille. Alors, juste une parenthèse, cette décision a été rendue par une chambre qui était, alors je ne sais pas si elle est encore, présidée par une magistrate qui a été la seule qui a réussi à passer le cap des 145 voix, une magistrate qui a été donc élue par l'Assemblée des représentants du peuple comme juge constitutionnel. On sait tous les difficultés que nous avons eu à mettre en place cette cour à cause évidemment de la majorité requise pour l'élection de ses membres. Alors, la seule personne qui a réussi à obtenir massivement, enfin pas massivement, c'est-à-dire en tout cas une majorité qualifiée, c'est cette dame qui a présidé cette chambre, qui a rendu cette décision. Alors, je vais vous lire quelques extraits de cette décision pour pouvoir donc la comparer à celle dont on a cité un extrait tout à l'heure. Alors, je vous la lis dans la langue d'origine. خلافا لما تمسكت به نائبة المستأنف ضدها فإن أحكام الدستور سواء ذلك الصادر في غرة جوان 59 أو ذلك الصادر في 27 جانفي 2014 أعلن في فصله الأول على أن دين الدولة هو الإسلام وقد حافظ الدستور الجديد الصادر في 2014 على تلك الأحكام. Alors elle dit على تلك الأحكام et non pas على ذلك النص. Donc pour elle, le texte, c'est la norme. Le juge considère donc dans cette affaire que l'identité des deux textes, celui de 59 et de 2014, emporte une identité des normes qu'ils contiennent, ce qui n'est pas le cas comme nous l'avons démontré, puisque l'article 1er de la Constitution de 2014 baigne dans un texte totalement différent de celui de 59 et qu'il faut donc l'interpréter à la lumière du reste du texte de 2014 et non de celui de 1959. Dans cette décision, le juge reprend le même argumentaire des décisions des années 60 et 70 pour affirmer que la charia constitue bien une source du droit en Tunisie, notamment dans le domaine du droit de la famille, en revenant à la terminologie employée par le Code du statut personnel, terminologie tirée du droit du fiqh. Je vais citer un autre extrait. وحيث أنه لا يمكن إنكار أن واضعي مجلة الأحوال الشخصية اعتمدوا بالأساس في سن قواعدها المذهبين الفقهيين المالكي والحنفي. C'est une décision de 2014. كما صنفتها وبوبتها اللجنة الخاصة سنة 48 و900 ألف ضمن لائحة مجلة الأحكام الشرعية وهو ما أقر به واضعو مجلة الأحوال الشخصية أنفسهم. وحيث أنه يتأكد هذا من خلال استعمال المجلة المذكورة مصطلحات على غرار خيار الشرط والتطليق 3 والزواج الفاسد والفراش وكلها مستمدة من الفقه الإسلامي وحيث تبعا لما تقدم يكون الرجوع إلى الفقه الإسلامي لتأويل ما غمض من مجلة الأحوال الشخصية أو ما سكت عنه فيها ما هو إلا مجرد سعي لاستيضاح مقصد المشرع والكشف عما خفى من مراده. Cette invocation sans la moindre réserve et sans ambiguïté de la charia et du fiqh comme source du droit de la famille, alors même que la Tunisie vit désormais sous l'empire d'un nouvel ordre constitutionnel, est d'abord surprenante
car dans cette même décision, ces mêmes juges insistent sur la suprématie de la Constitution. Or, si on pouvait légitimement s'attendre à ce qu'ils en déduisent que la nouvelle Constitution, ayant posé de nouvelles normes, il est nécessaire que soient révisées toutes les lois qui ont précédé sa promulgation, ce n'est pas du tout la conclusion à laquelle ils aboutissent, et au contraire, ils maintiennent parfaitement une interprétation donc, qui s'intègre dans un tout autre donc, cadre constitutionnel, celui de 59. La nouvelle Constitution, en inscrivant le concept d'état civil comme élément de l'identité constitutionnelle tunisienne et en précisant que l'état civil est un état de citoyen et non pas un état de communauté religieuse, fait que le droit de la famille doit être révisé sur la base de cette nouvelle identité, mais fait aussi et surtout qu'en attendant une telle mise à niveau de la législation, le juge dispose à l'intérieur du cadre conceptuel dans lequel il construit son interprétation de nouveaux instruments, de nouveaux référentiels qui annoncent au moins la désuétude de ceux de la Constitution de 59, sinon leur totale inadéquation. La défense, d'ailleurs, a, dans cette affaire, invoqué précisément le concept d'état civil, à l'appui de la demande de garantie du droit à la succession de son client. La Cour, dans sa réponse, a totalement ignoré cette interprétation. Pour elle, l'article 2 n'existe tout simplement pas. Qu'en est-il maintenant du juge constitutionnel? De tous les juges, le juge constitutionnel est celui qui, par excellence, a la charge de garantir la suprématie de la Constitution, de s'assurer de son respect par les pouvoirs constitués, tous les pouvoirs constitués, qu'il s'agisse du législateur, du pouvoir exécutif ou des juridictions, et ce, en contrôlant les règles juridiques qu'ils produisent sur la base directement ou indirectement de la Constitution. Cette fonction du juge constitutionnel implique l'interprétation de la Constitution, c'est-à-dire la détermination de sa signification normative et contraignante. La particularité de cette interprétation donnée par le juge constitutionnel alors, la particularité de cette interprétation donnée par le juge constitutionnel est son caractère authentique, qui ne signifie aucunement la détention par ce juge d'une quelconque vérité métaphysique à propos du sens de la Constitution, mais beaucoup plus simplement une décision qu'aucune autre autorité dans l'État ne peut contester et sur laquelle toutes ces autorités doivent s'aligner. C'est dire l'importance du juge, l'importance du pouvoir, l'étendue du pouvoir joué par le juge constitutionnel. Nous ne nous arrêterons pas évidemment sur les circonstances qui ont bloqué l'instauration de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas notre sujet. Notons seulement que jusqu'au 25 juillet 2021, il appartenait à une instance provisoire instituée en vertu de dispositions transitoires de la Constitution de 2014 de contrôler la constitutionnalité des projets de loi. Nous avons eu le plaisir ce matin d'écouter un de ses membres et donc d'interpréter la Constitution à cette occasion. Même si les compétences de cet organe étaient très circonscrites, on n'en attendait pas moins d'elle qu'elle donne un cap à une constitution dont on a dit l'ambiguïté tout à l'heure. Or, sur la question du statut de l'islam, sur laquelle elle a eu à se prononcer dans une de ses décisions, elle s'est montrée pour le moins timorée, évacuant l'enjeu fondamental que pose la question, en entérinant quelque part la position des juges les plus conservateurs. En effet, dans sa décision du 2 juillet 2016 relative au projet de loi portant sur les banques et les établissements financiers, l'instance provisoire considère que les opérations bancaires islamiques, je cite, « fut-elle inspirée, ces opérations de la charia islamique, ne remettent pas en cause le caractère civil de l'État, dans la mesure où il n'y a aucune contradiction entre ces deux aspects. » Fin de citation. Alors, affirmation aussi obscure que curieuse, obscure parce que l'instance qui, tout de même, fut-elle provisoire, exerce la fonction d'une haute cour, ne prend pas le soin de préciser en quoi ces deux aspects ne sont pas contradictoires, en quoi une institution financière fondée sur la charia ne heurte pas le caractère civil de l'État. Curieuse parce que, étant donné que la question de la charia comme source du droit a été tranchée dès 2012, on ne comprend pas sur quelle base l'instance provisoire revient sur ce qui a été entendu et l'a réintroduit dans l'ordre juridique tunisien et dans le référentiel de ses décisions et de la motivation de ces décisions.
L'instance ajoute plus loin que le problème juridique posé, je cite, a trait à un produit bancaire soumis à des règles spécifiques indépendamment de leur origine, qu'il s'agisse du droit positif ou de toute autre source non positive, et ce, à l'instar de toutes les autres opérations bancaires. De ce fait, le recours à la charia islamique en tant que source d'inspiration dans ce contexte précis, tel qu'évoqué par les requérants, ne constitue pas le prélude à la mise en place d'un état religieux, puisque la question est régie par des dispositions de droit positif dont les conditions sont bien précisées par les textes. Fin de citation. Là encore, la Cour adopte la même démarche obscure, sans prendre le soin déjà de distinguer source formelle et source matérielle du droit. Elle légitime la charia comme source matérielle du droit positif, comme source matérielle du droit, au motif que le produit bancaire en question est soumis à des règles spécifiques et que le fait que ces règles consistent en des règles positives ou non positives, c'est indifférent pour elle, qu'elles soient positives ou non positives, c'est-à-dire l'instance provisoire ne voit aucun problème là-dessus, elle les met sur un même pied d'égalité. Donc, que ces règles consistent en des règles positives ou non positives, n'a aucune pertinence dans cette affaire. Le fait que ces règles sur lesquelles sont fondés ces produits bancaires, qu'elles soient positives ou non positives, n'a aucun impact, n'a aucune pertinence dans l'affaire. Or, l'objet du recours était précisément d'invalider le projet de loi en question, le projet de loi attaqué, parce qu'il consacre un outil financier fondé sur la religion. Un outil financier qui n'est admis que parce qu'il ne heurte pas les règles de charia. La Cour ne saisit pas ou alors refuse de dire que le problème n'est pas dans le produit financier lui-même, mais dans sa qualification d'islamique. L'affirmation selon laquelle le lien que ce produit entretient avec la charia ne pose pas de problème au regard du caractère civil de l'État est un cheval de Troie introduit par l'instance provisoire quant à la place de la charia en droit tunisien et le concept d'état civil avec tous les éléments qui le définissent et que l'article 2 de la Constitution a pris soin de préciser sont balayés d'un revers de main au détour d'une phrase. Il est vrai que le concept d'état civil est nouveau. Cependant, si on prête attention à l'article 2 qui l'a défini et en a déterminé la substance, on remarquera qu'il est en réalité inscrit depuis longtemps dans l'identité constitutionnelle tunisienne, dans les principes généraux dont a parlé tout à l'heure le juge, qui constitue donc une constante dans le droit tunisien. Alors, il est inscrit depuis longtemps dans la tradition juridique tunisienne et on peut, de ce point de vue, évoquer la proclamation de la République. Il ne faut pas oublier que c'est un texte malheureusement qui est oublié aujourd'hui, pas seulement la République, le référentiel à la République et dans l'article 1er est aujourd'hui très souvent mis de côté, il est oblitéré, il est complètement éclipsé par l'islam et les problèmes qu'il pose, alors que c'est un concept central qui fonde précisément les choix politico-institutionnels de la Tunisie depuis 1957 et dans la proclamation de la République, il ne faut pas oublier le principe de souveraineté du peuple constitue un principe central. Alors, il semble toutefois que les juges tunisiens vivent encore, pour une grande partie d'entre eux, au temps de la Constitution de 59. Aujourd'hui, à un moment où le sort de la Constitution de 2014 semble être en ballottage, si l'on veut, il est important de revoir un petit peu ce que celle-ci a généré et quelle est la conscience, est-ce qu'elle a réussi à générer une conscience collective, une adhésion collective par rapport aux valeurs je ne vais pas dire qu'elle portait, mais qu'elle porte toujours, et je vous remercie.